l'outil de streaming que j'utilise. Voilà, il y a 4 personnes. Il y a 4 personnes, on va peut-être commencer, on va peut-être pas laisser attendre pendant 1 heure. Voilà, allons-y. Allons-y. Tu as besoin de ça. Ouais, moi aussi j'ai un peu l'eau, ouais. Comment ça va, Charles? Bah écoute, Mickaël, ça va très bien. Un petit peu plus loin en distance que d'habitude. Hein. Ouais, c'est sûr. D'habitude, Voilà. je suis filmé par des caméras pro et écoute, là, on fait avec les moyens du bord. Moi, c'est mon premier live sur YouTube. Hein. J'ai fait Voilà, quelques lives Instagram, mais sur YouTube, le premier. Il faut dire que cette vidéo est sponsorisée. On voit Aymar dans ton dos. Ah ouais, d'ailleurs, ouais. Ouais. Alors, pour ceux qui connaissent pas Dubaï, c'est un peu, c'est écrit partout, Aymar ici, ouais. Voilà, je suis chez moi, on voit pas ma belle vue, mais j'ai une belle vue, ouais. Moi, j'ai pensé à fermer les volets, je me suis dit, on sait jamais. Pourtant, j'ai aussi une belle vue, plus mer, mais je me suis dit, on sait jamais. Ouais. J'ai fermé les rideaux. Alors aujourd'hui, on a un sujet quand même qui est plus que passionnant, hein. Plus que nécessaire, plus que passionnant. C'est toi qui l'as proposé, c'est toi qui m'as... Alors je vais te laisser y aller et je vais te laisser introduire complètement. Bah écoute, moi pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis thérapeute depuis très longtemps maintenant, hein, ça va faire 15-20 ans, le temps passe vite. Hein. Donc moi je ressens les énergies, les chakras, je ressens bien le champ magnétique des personnes que je rencontre, je le perçois avec les mains, mais je n'utilise pas que les mains, puisqu'en fait la parole également. Et je me rends compte que on peut aller beaucoup plus loin que la guérison de l'âme, on peut aller jusqu'à la guérison du corps. Moi maintenant je ressens une forme de maturité pour y aller, et j'ai même envie de me confronter à la réalité de la maladie. Alors la vie pour l'instant m'a envoyé peu finalement de personnes qui étaient malades physiquement, même quasiment pas, une seule. Mais je pense que je peux avoir des résultats dans la guérison du corps, parce que finalement c'est la même chose. C'est un mot de l'âme, et finalement un jour ça va se cristalliser dans le corps, et les énergies vont se crisper, et puis à l'endroit qui symboliquement correspond à la douleur, eh bien il va y avoir une forme de repli, une forme des énergies qui se resserrent et qui viennent toucher la chair, entraîner un dysfonctionnement. Et puis ce dysfonctionnement, au bout d'un moment, il va apparaître comme ce qu'on va appeler un symptôme ou des symptômes dans les maladies qui sont plus ou moins graves, mais toujours liées symboliquement à l'origine du problème. Alors l'origine du problème, ça peut être une origine émotionnelle, ça peut être une problématique liée à la vie qui a été mise dans une boîte qu'on appelle le déni. Et puis un jour, on va voir un thérapeute, ou alors on est malade, et l'idée avec le thérapeute, c'est d'ouvrir la boîte de Pandore et de voir ce qui a pu occasionner le mal. Ok. Ça te semble être une introduction intéressante? Ouais, c'est une bonne introduction te concernant, effectivement. Pourquoi avoir choisi, pourquoi être intéressé par la partie guérison finalement? En fait, je suis pas intéressé par la guérison du corps particulièrement, je me sens plutôt appelé. Je me sens plutôt appelé parce que je trouve ça presque bizarre que j'ai rencontré finalement peu de patients qui étaient malades du corps. Très peu, j'en ai quasiment pas eu. C'était que les gens qui n'allaient pas bien, dont le tableau de leur vie était assez sombre. Des gens qui allaient mal professionnellement, amoureusement, et qui étaient un peu en burn-out comme à une époque. Mais j'ai eu peu de personnes qui étaient finalement... J'ai pas attiré, alors que pourtant, quand on parle de magnétisme, on attire souvent les gens qui ont des problèmes physiques. Et moi, j'en ai pas attiré. Et j'ai un appel aujourd'hui. Pour y aller. Il y a plusieurs personnes des personnes séparées, dont une personne que tu connais. Il y a Alex qui m'a dit « Mais je vois ça pour toi, c'est ton avenir », dans une sorte de moment de médiumnité qui a été développé dans un atelier que j'organisais. Et il y a vraiment cette direction par plusieurs personnes qui se connaissaient pas entre elles, qui m'ont dit « Mais tu dois aller vers la guérison du corps ». Et notamment, assez étonnant, travailler avec des médecins qui semblent pas a priori forcément aptes et l'envie de travailler avec des personnes comme moi. Mais il y a quand même l'idée qu'on peut mesurer en fait le résultat. On peut mesurer l'impact qu'on peut avoir des personnes comme toi et moi, des gens qui s'intéressent à la guérison du corps, sur les symptômes, sur des résultats d'analyse de biologie. Et je pense qu'il y a peut-être, ce serait l'occasion d'associer médecine, suivi médical, et l'impact qu'on peut avoir sur la guérison du corps. Ok.
Ok, moi pour ma part, ce qui m'a intéressé sur ton sujet, alors il se trouve que, bon, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi je suis Shalom Charles, je me considère aujourd'hui guide spirituel, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure de mon voyage, de mon cheminement, je suis issu d'une famille juive très pratiquante, et au fur et à mesure du temps, j'ai fait un petit peu mon bout de chemin, ce qui veut dire que véritablement, j'ai remis en question beaucoup de choses pour revenir sur une, comment dirais-je, une spiritualité plus authentique, qui est basée évidemment sur les préceptes de la Torah, étant juif, et où j'ai trouvé forcément un équilibre complet, parce qu'il a révélé quelque chose de beaucoup plus fort, beaucoup plus grand que ce que je pensais, à savoir que l'être humain est une étincelle divine qui est incarnée dans un corps matériel. Donc du coup, il y a une mission qui est demandée à cet être humain, et il faut être bien sûr capable de transcender notre quotidien, à savoir le rythme métro-boulot-dodo, et ne pas se réduire à une existence matérialiste, mais chercher un sens bien plus spirituel dans chaque acte. Alors évidemment, cette vidéo, elle va plus parler à une personne qui est sensible à cela, parce que je considère qu'il y a deux types de chemins. On ne peut pas violenter tout le monde, c'est évident. Notre discours, je pense que tu es d'accord avec moi, ne touche pas 100% de la population mondiale. Elle touche une petite partie. Voilà, une petite, mais qui s'agrandit de jour en jour. Mais est-ce que la personne qui est malade, qui a une maladie grave, est-ce qu'elle n'est pas justement plus susceptible d'aborder le changement et éventuellement, si elle n'était pas prête à écouter, moi j'en connais qui n'étaient pas prêtes à écouter, qui étaient uniquement dans un mouvement rationnel et matérialiste, et qui, suite à une maladie, sont perturbés et sont prêts à se tourner pour aller voir ce qui se passe de l'autre côté du miroir, et peut-être se disent qu'il y a une origine profonde à leurs problèmes physiques. Tu as tout dit, parce qu'en réalité, je me suis rendu compte au fur et à mesure de mon chemin qu'il y a une part secrète de la Torah qui n'est pas dit. Quand j'entends par Torah un texte sacré et extrêmement ancien, parce que depuis toujours, j'avais une question toute simple. J'avais une question toute simple, c'est finalement pendant 3000, 4000 ans du début du monde, comment les gens ont fait? Comment les êtres humains ont fait pour vivre? Dans le judaïsme, on nous dit que les ancêtres pratiquaient tout, étaient en harmonie avec le monde, etc. Et qu'est-ce qui s'est passé pour que tout d'un coup on ait une cassure, on ait une coupure, on ne soit plus conscient de tout cela? Et donc je suis parti en quête de cela, et mon objectif, ma mission à moi, c'est de faire jaillir cette partie secrète de la Torah, les parties les plus profondes qui permettent de comprendre avec précision comment fonctionne l'homme et son environnement. Et donc, quand tu poses cette question en disant est-ce que celui qui est malade finalement n'est pas le plus à même de pouvoir être à l'écoute, je crois fondamentalement qu'il y a, on a déjà parlé dans nos podcasts, il y a deux êtres à l'intérieur d'un être humain. Il y a la partie matérielle et il y a la partie spirituelle. J'ai pas trouvé d'autre définition que spirituelle, donc j'utilise ça, même si je sais que la définition de tout un chacun va être un petit peu déformée, mais il faut imaginer quelque chose de métaphysique. Voilà, quelque chose de métaphysique qui est exprimé par l'âme. Et donc, par conséquent, notre corps n'est pas simplement là. Il faut, pour pouvoir entendre nos discours, accepter qu'on n'est pas des êtres matériels dans un monde donc métaphysique, spirituel, mais qu'on est bien des êtres métaphysiques, spirituels, dans un monde matériel. À partir de ce moment-là, notre corps est un conducteur d'une énergie beaucoup plus grande, beaucoup plus puissante, qui a besoin de s'exprimer. Pour moi, selon mon apprentissage, mon cheminement, la maladie est l'expression de quelque chose. C'est tout à fait intéressant, par exemple, de se rendre compte que dans la Torah, jusqu'au patriarche Jacob, la maladie n'existe pas. Elle n'est pas citée. Et là, il y a dans un livre très ancien, Jacob qui est cité, qui exprime que lui va demander au divin de faire naître la maladie. Pourquoi? Parce qu'il fait une observation qui est simple, c'est que les gens sont en train de marcher dans la rue, au travail, en train de dormir, et boum, ils meurent, terminé. Le choc est tel qu'il demande quelque chose au divin pour qu'on se prépare à ce départ. Donc à la base, la maladie est une préparation à la mort. Maintenant, évidemment, il y a d'autres choses. Il y a d'autres moments qui se font dans la vie, au quotidien, et qui sont des déclenchements pour mieux réceptionner le message qu'on a appris à travers les générations, parce que ce n'est pas récent, tu vois, ce n'est pas d'hier. On l'a hérité de nos parents, de nos grands-parents. On a appris à le faire taire, ce message-là, à l'étouffer complètement à l'intérieur de nous,
Ouais, mais d'où ça vient? Parce qu'en fait, la problématique, c'est que moi, bon, je connais pas la Torah du tout comme toi, mais dans le judaïsme, par exemple, moi, j'ai peu de notions de guérisseur ou de guérison. Est-ce que tu peux nous éclairer là-dessus, rapidement? Est-ce qu'on parle souvent de guérison? Et moi, après, je ferai une aparté sur Baal Shem Tov, tu sais que je m'intéresse à lui. Lui qui est considéré comme guérisseur, magicien et, je sais plus le troisième terme, spirituel, mais c'est pas ça. Mais du coup, là, c'est une notion qui va un peu disparaître après lui. Est-ce qu'on parle de guérisseur dans la Torah? Alors, tu l'as dit, en réalité, voilà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que il n'y a pas de raison d'avoir de maladie si on est réceptacle de notre discours intérieur, de notre voix intérieure. Ça sous-entend évidemment, par exemple, avoir tout ce qui est schéma bloquant ou croyances bloquantes, savoir les détruire, savoir aller en direction de sa vérité intérieure. À partir de ce moment-là, on n'a pas de raison de se retrouver avec une maladie. Donc, quand tu poses la question, est-ce qu'il y a des guérisseurs dans la Torah? En réalité, la notion de guérison, elle va arriver dès qu'on va toucher le profond. Par exemple, Moïse, dans le livre Shemot, les Nombres, va parler de la guérison de sa sœur Myriam, qui va être atteinte de quoi? De la maladie de Tsaraat, qu'on traduit de manière fausse, mais qui est complètement fausse, lèpre, qui est en fait pas du tout cela, hein, puisque c'est une maladie qui est la seule maladie citée dans la Torah et qui consiste en fait à souligner une déconnexion au divin. Okay. Donc aujourd'hui, on nous dit que cette déconnexion, telle qu'elle était à l'époque, on ne l'a plus. Donc tu vois bien que le principe de guérison, on va l'avoir chez Moïse, on va l'avoir aussi dans d'autres personnes qui sont considérées comme telles. Tu parlais du Baal Shem Tov, donc qui est le fondateur du mouvement chassidique, d'une certaine manière, on peut faire très raccourci. Oui, mais d'une certaine manière, mais il y a une partie qui va être écartée. La partie guérison, j'ai l'impression qu'elle est un peu écartée. C'est-à-dire qu'on va retirer le côté magie et le côté guérison, et on va retourner un peu sur une forme d'érudition. Alors, d'études et d'érudition. Je vais te dire comment c'est intéressant. Aujourd'hui, quand tu es malade, qu'est-ce que tu fais? Le commun des mortels, il va chez le médecin. Il va chez le médecin. Qu'est-ce que va faire le médecin? Il va lui donner du Doliprane, d'accord, pour ne pas citer une marque. Quel est l'objectif du médicament, de manière générale? Ça va être de travailler sur les symptômes, soigner les symptômes. Exactement, c'est-à-dire que tu n'aies plus la douleur. Que tu n'aies plus la douleur, oui, mais du coup, parce que moi, la question, c'est pourquoi est-ce qu'on a coupé, la notion de guérisseur a été coupée et aujourd'hui, il n'est plus dans notre monde valorisé du tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le médecin, c'est pas un guérisseur, c'est un médecin. Je veux pas distinguer une séparation entre les deux. Mais bon, il y a une séparation entre les deux. Donc, la notion de guérisseur, même dans le judaïsme, elle est un peu écartée. Le Baal Shem Tov, c'est toute sa partie guérison, elle est écartée. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, le Baal Shem Tov, c'est quelqu'un qui a vécu au XVIIe siècle, au XVIIe ou XVIIIe siècle, en Pologne. Enfin, c'est à l'époque, c'était pas la Pologne, c'était entre la Pologne et l'Ukraine. C'était pas la Pologne, c'était la frontière entre la Moldavie et l'Ukraine. Ouais, c'est ça. Et du coup, il va être à l'origine d'un mouvement, enfin, ce ne sera pas le premier, c'est une discussion, mais en gros, qui va rapprocher la religion, entre guillemets, et le savoir du peuple, ce qui avait vraiment une scission à l'époque, mais lui se considérait comme guérisseur et magicien. Et ses successeurs, ils ne se considéreront pas comme magiciens et guérisseurs. Et donc, c'est-à-dire que même dans le judaïsme, et c'est une notion, je n'ai pas d'autres personnes qui sont prophètes ou qui se disent guérisseurs. Et donc, même dans le judaïsme, il y a une sorte de scission. C'est quelque chose qui est un peu abandonné. C'est quelque chose qui est abandonné, la guérison. Alors, on ne va pas dire que Moïse est un guérisseur. Je ne peux pas te laisser dire ça parce que dans la. Non, mais je fais exprès de te taquiner. D'accord, mais tu as bien fait. Dans la Gemara, donc le Talmud, on en parle énormément de la médecine. Par exemple, tu citais le Baal Shem Tov, mais bien avant lui, on peut parler de Maïmonide, d'accord. Maïmonide, tu peux dire qui c'est, c'était quelqu'un de très important dans le judaïsme. Et oui, il est décisionnaire, un des plus grands décisionnaires de la Torah, d'accord. Il était, si je ne dis pas de bêtises, 11e siècle. 11e siècle en Espagne, non? Et il était connu comme étant philosophe, métaphysicien, théologicien, médecin. Donc, en fait, si tu veux, ta question pour moi, elle a tout lieu d'être à partir du moment où tu cherches une manière de régler un problème, c'est-à-dire de le masquer s'il faut. Donc, on va guérir. Mais si on veut reconnecter, parce que c'est quoi pour moi la maladie? C'est une souffrance de l'âme.
Donc, à partir du moment où on est capable de reconnecter le message de l'âme qu'il diffuse à son corps, à ce moment-là, il n'y a plus de maladie. Donc, finalement, moi, mon travail en atelier, lorsque je travaille en atelier, ce que je réalise, c'est très simple. C'est un travail de reconnexion. Mais je vais te donner un exemple. Tu peux me dire à quelle heure on a prévu le live aujourd'hui? On en a parlé aujourd'hui. 22h. Enfin, hier, réellement, et je t'ai dit hier, tu m'as prévenu ça à 18h, impossible. Donc, ah oui, tu m'as dit très tard. Tu m'as prévenu très tard. Tu m'as dit, vas-y, on est ce qu'on le fait. Tu m'as dit, ouais, go, on y va. Voilà. C'est cet après-midi, quoi. Mais aujourd'hui, on en a parlé quelle heure? Vers midi, si je ne dis pas de bêtises. Hein. Un truc comme ça, ouais. Voilà, vers midi. Je suis, on est le 1er mai. Hein. Je suis à la plage. Enfin, tu vois, je culpabilise quand même un petit peu de le dire. C'est hyper intéressant. Je suis à la plage. Enfin, je suis en train d'aller vers la plage. Et là, je vois au loin, une dizaine de mètres devant moi, une jeune fille qui... alors, c'est pas, il ne faut pas imaginer la plage Côte d'Azur, hein, c'est sauvage, des rochers, etc. Donc, on est sur un sentier un petit peu battu. Et une jeune fille qui regarde la mer, qui fait demi-tour, qui ne sait plus, et qui décide de revenir en arrière. Moi, je la croise à ce moment-là et je lui dis, tu sais, à 50 mètres, tu as la plus belle plage de la région. C'est la plus belle, c'est les Caraïbes, c'est juste magnifique. Elle me dit, ah oui, vraiment? Je suis, oui, ok, j'y vais. Oh, bah, c'est gentil, merci. Et on fait un petit bout de chemin, 30-40 mètres ensemble. Il fallait faire ces 50 mètres, tu vois, qui manquaient pour arriver. On arrive sur la plage, elle se pose, je me casse, etc. Bon, je la vois toute seule. Au bout d'un petit quart d'heure, 20 minutes, je parle avec elle. Je lui dis, qu'est-ce que tu fais, etc. Je lui dis, t'as voyagé seule? Elle me dit, oui, j'ai voyagé seule. Je dis, c'est intéressant, tu viens d'où? Je viens d'Allemagne, etc. Et elle me dit, qu'est-ce que tu fais? Je lui dis, moi, je suis guide spirituel. Quoi? T'es quoi? Alors, imagine-toi que tout ça, c'est avec mon anglais. Enfin, je me débrouille, mais c'est en anglais. Je suis à Chypre actuellement. Je dis, ouais, j'explique. D'abord, c'était très drôle parce que je cherche entre la traduction, mais c'était vraiment comme ça qu'on disait, hein, spiritual guide, donc c'est exactement ça. Et elle ne comprend pas, je lui explique. Et je lui dis, moi, j'aide les gens à trouver le sens de leur existence. Je lui dis, pourquoi tu es venue en voyage ici, toute seule? Et elle me dit comme ça, elle me dit, working, dodo, enough. Ça suffit, quoi. Boulot, dodo, ça suffit. Je dis, c'est intéressant, tu as eu cet appel-là? Elle me dit, non, c'est un ensemble de choses qui font que j'en suis arrivé là. Je dis, raconte-moi. Elle me dit, depuis quelques mois, alors elle travaille dans l'assurance santé, les sales dans une assurance santé. Depuis quelques mois, j'ai commencé à avoir des douleurs un peu partout. Je me dis, c'est incroyable. À ce moment-là, il est 16h30, hein, dis-toi. Hein. C'est-à-dire que ça fait 4 heures qu'on a prévu ce live. Je lui dis, et t'as mal où particulièrement? Elle me dit, plus particulièrement au pied. Jambes, enfin, le mollet, pied. Et je lui dis, c'est venu il y a combien de temps? Raconte-moi un peu plus. Elle me dit, c'est arrivé il y a 4-5 mois, à un moment où j'étais à 2 doigts de faire un burn-out au boulot. Je n'ai rien dit, en fait, elle ne se rend même pas compte qu'elle donne ses réponses toute seule. Tu vois. En fait, c'est ça que j'allais dire, c'est qu'en fait, les gens donnent leurs réponses toutes seules. À chaque fois. Tu leur dis qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie, tu leur dis qu'est-ce qui ne va pas, ils te disent tout de suite les causes. Tout de suite, les causes du problème. L'origine du problème, ils te la disent tout de suite. Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie, ils répondent tout de suite. Et donc, tu comprends pourquoi c'est important de mettre cette connexion, de rebrancher. En fait, tu sais, ça me fait penser à cette blague, je ne sais plus quelle humoriste française avait dit ça, je passe l'aspirateur, ça ne marche pas, elle n'avait pas branché. Elle n'avait pas branché l'aspirateur. Il y a un moment donné, on a besoin de l'autre pour pouvoir trouver où est l'emplacement. Moi, je trouve qu'il y a quand même un cheminement. C'est-à-dire qu'en fait, la personne, elle a un mal, elle a une problématique physique ou une problématique de l'âme. Et généralement, c'est assez simple. Tu lui dis, qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Elle va te donner l'origine du problème. Mais à partir de là, je pense que le thérapeute, il faut qu'on puisse nous voir de quelle manière l'origine du problème s'est projetée dans sa vie. Parce que ça peut s'être projeté à différents endroits. Et à nous, en tant que thérapeute, on doit désamorcer chaque endroit. Et donc, c'est là, il y a un travail d'investigation. Nous, on connaît un peu où ça peut se projeter. Ça va sans dire. Et on va désamorcer. Ça va sans dire, parce qu'en réalité, tu vois, on a commencé le live en disant ça ne concerne pas tout le monde. Ça ne concerne pas tout le monde. Il se trouve que moi, depuis une semaine, ça n'arrête pas. Tous les jours. Quand je dis tous les jours, ce n'est pas les personnes qui m'appellent pour entrer dans un atelier. C'est vraiment des situations comme cette jeune fille ce soir. Ce matin, on me dit qu'un de mes meilleurs amis est parti à l'hosto en catastrophe, problème de santé qui lui est tombé. Voilà. C'est tout le monde. En réalité, j'ai l'impression qu'on est arrivé dans une société où on nous a enlevé un maximum de moyens d'avoir du sens dans sa vie. Et quand je dis d'avoir du sens, d'avoir un sens profond, de savoir pourquoi on travaille, pourquoi on vit. Entre les réseaux sociaux, entre la futilité de la vie, entre cette
amas de matérialité qu'on ne sait plus quoi en faire, tellement il y en a, tu vois. Je prends un exemple tout bête, mais moi, je pense qu'on a à peu près le même âge, Michael, donc on a connu une époque où on n'avait pas un nouveau téléphone tous les 6 mois ou tous les ans. Ça n'existait pas. Tu prends la machine à laver, moi je me souviens, ma mère, elle avait une machine à laver, ça a duré 15 ans. Donc cette production matérielle qui fait que tu mets ta concentration dans des choses extrêmement futiles fait que tu te déconnectes très rapidement. Et donc, c'est un tri qui se développe. Oui, parce qu'en fait, je pense que non seulement il y a aujourd'hui, en plus de notre jeunesse qui était un peu moins matérialiste, mais qu'il devenait déjà, on avait déjà les prémices des marques, voilà. Mais en plus, il y a des couches qui sont rajoutées, des couches d'angoisse, de peur, où tout le monde aujourd'hui a peur, tout le monde manque, tout le monde a une sensation de manque aujourd'hui. Et je pense qu'en plus, il y a des couches qui sont venues écraser encore plus le fait que c'est l'impossibilité de se retourner vers soi, sur soi-même, puisque c'est très difficile de se demander ce qu'on a dans les profondeurs quand on a des problématiques matérielles, où on ne sait pas si on va pouvoir payer ses factures ou pas. Et je pense que ces angoisses-là, cette peur du vide, empêchent totalement la population de se poser des questions, que ce soit des questions civilisationnelles ou des questions intérieures de développement personnel. Alors moi, je suis Et pas du coup, d'accord. ça entraîne encore plus de mots MAUX pour les personnes. Moi, je suis pas d'accord avec toi. Je pense qu'effectivement, ce dont toi tu parles, c'est une parenthèse de l'histoire. C'est voilà, c'est l'après-guerre, c'est les belles années. On a eu des parents, voilà, on a eu des parents ou des grands-parents qui ont eu une période bénie en France. Ok, j'aurais pas aimé être en Allemagne après-guerre. J'aurais pas aimé dans des pays qui ont vécu des périodes plus difficiles, ou l'Argentine actuelle. Enfin quoi, qu'elle commence à s'en sortir. Mais voilà, je veux dire par là, c'est que la difficulté, il y en a toujours eu. Oui, il y a toujours eu dans l'histoire du monde des parenthèses qui ont duré grosso modo 80 ans, ou parfois même un peu moins. Mais c'est des parenthèses. D'accord. Ce qui veut dire que ces difficultés, elles étaient là. Par contre, la profondeur de la vie, quand on était avec des choses simples, on les avait. Aujourd'hui, tout est disponible finalement pour nous faire perdre notre temps, pour nous occuper. Et il faut voir, moi j'ai eu une conversation pour moi, comment dire, extraterrestre avec une personne qui est très très proche de moi et qui m'a dit clairement, parce que j'ai essayé de le réveiller sur une situation qu'il vivait, et il m'a dit, mais moi je veux pas être un soldat, je veux pas être. Il m'a pas dit un soldat, il m'a dit un guerrier. Je veux pas être un guerrier. Je veux être comme tout le monde. Je veux pas sortir du lot. Laisse-moi tranquille. Et tu vois, non, mais moi je trouve que c'est très courageux. C'est très courageux de sa part de le reconnaître, parce que la plupart des gens ne le reconnaissent pas. Donc déjà, au moins lui, il le reconnaît. La plupart des gens, il y a un déni complet. C'est-à-dire qu'en fait, il a le courage de voir qu'en fait, il ne veut pas sortir de là. Alors que la plupart sont simplement écrasés et dans le déni. Ouais, sauf déjà, que ils se rendent compte qu'il y a autre chose déjà de l'autre côté. C'est déjà pas mal. Ouais. Et donc, du coup, on revient à la maladie. C'est que dans les deux cas de figure, celui qui s'en rend compte et qui le refuse, ou celui qui est dans le déni, sa partie métaphysique, elle n'est pas dans le déni. Elle est ultra consciente. Elle connaît non seulement la réalité, mais elle sait aussi le potentiel de chacun. Et donc, elle a envie de l'emmener. Et tu vois, donc, pour finir cette histoire avec cette fille, elle me dit, moi, en fait, ça s'est réveillé il y a quelques années, à peu près 2 ans, parce que voilà, je fais toujours pareil, mon boulot, il n'y a aucun sens. Les mots viennent, et j'avais besoin de bouger. Et je la vois, je l'analyse un petit peu, elle n'ose pas rentrer dans l'eau, elle n'ose pas faire ci, et je lui dis, libère-toi. Va vers, regarde, je lui fais une analyse de son chemin. Je lui dis, regarde, tu vois, quand on s'est croisés, la merveille était au bout du chemin. Il fallait que tu fasses encore 50 mètres. Alors oui, c'est vrai, il y a des roseaux, il y a des arbres, le chemin, il est boisé. Tu n'as pas envie d'avancer là-bas. Il n'y a plus de route, il n'y a plus rien. Mais elle s'est arrêtée là où ce n'était pas étranger. Tu vois, il fallait aller vers l'étranger. Il fallait aller vers l'inconnu. Et là, du coup, elle n'est pas allée. Elle a mis les pieds avec moi et elle a découvert la plus belle plage. Je crois que c'est une très jolie analogie sur la vie. Parce que symbolique est très belle. La symbolique est très belle, mais elle est quand même au début du chemin. C'est-à-dire qu'en fait, oui, bien sûr, elle est au début du chemin. C'est-à-dire qu'en fait, la voile qui a autre chose. Mais il y a tellement d'éléments dans la vie matérielle qui peuvent la ramener à rester dans son chemin actuel qu'on ne sait pas si elle va franchir les 2-3 marches qui lui manquent pour rentrer dans une vraie phase d'introspection. Parce que le chemin que tu lui proposes, c'est pas un chemin facile. C'est un chemin d'aller tout voir, d'aller tout déblayer et de tout remettre en question. Donc c'est un chemin qui est hyper courageux et souvent c'est plus simple.
Tu sais que tu es très très fort parce que c'est là-dessus que nos chemins se sont séparés. Elle a sorti une cigarette. Elle a sorti une cigarette et je lui ai dit, elle m'a fait des yeux. Genre, elle m'a fait des yeux, je sais, c'est pas bien. Donc, j'avais même pas besoin de parler. Et donc, je lui dis, non, c'est pas bien. Elle me dit, ouais, je sais. Je fais, non, tu sais pas à quel point, parce que moi, j'ai bossé 2 ans pour Philippe Maurice. Donc, je sais à quel point c'est pas bien. Et je lui explique un petit peu comment c'est fabriqué, pourquoi ils veulent rendre dépendant. Et elle me dit, ouais, mais c'est trop bon. Et je lui dis, tu vois, ça, c'est finalement très bien résumé parce que ton chemin, tu vas devoir te poser la question entre sortir de mes habitudes qui ont l'air si bonnes, et ça veut dire prendre une prise de risque, ça veut dire se mettre en danger quelque part de son confort, de son quotidien, mais du coup, découvrir quelque chose de transcendant. Ouais, tu peux pas tout lui retirer d'un coup. C'est-à-dire que là, peut-être que tu vois, enfin, elle peut pas tout. C'est un saut, Oui, c'est un saut trop fort dans le vide. elle n'est pas venue en atelier, c'est une rencontre. Ouais. Moi, quand je fais des rencontres comme ça, j'ai tendance à me dire, je libère, je divulgue, je libère la parole, sous-entendu, en fonction de ce qui se présente. S'il n'y a rien qui se présente, je dis rien, tout simplement. Non, mais Je fais complètement confiance à la vie qu'elle va dans la direction qu'il faut. Tu vois. Mais par contre, tu vois, ce qui était tout à fait intéressant, parce que du coup, je lui ai donné l'explication de son pied, et c'est elle-même qui m'a dit à la fin, c'est vrai ce que tu dis, parce que depuis que je suis là, c'est-à-dire 2 semaines, j'ai beaucoup moins mal. Et elle me disait, voilà, je suis venu par moi-même, j'ai pris un billet, j'ai dit, il faut que j'aille loin, j'ai pris un billet, je suis parti. Donc en fait, voilà. Par contre, le pied, symboliquement, c'est le rapport à la vie. C'est le rapport à la vie. Donc à partir du moment où sa vie lui fait, elle a un rapport à la vie qui lui fait mal, elle a mal au pied. C'est symboliquement. Oui, symboliquement, mais le pied, c'est aussi celui qui t'emmène vers une direction. Ouais, c'est ce qui te permet d'avancer, mais d'avancer dans la vie en fait. Donc elle n'arrive plus à avancer. En fait, maintenant, faut qu'elle rebrousse chemin. Faut qu'elle rebrousse chemin et qu'elle voit ce qu'il y a à l'intérieur d'elle. Faut qu'elle se retourne en fait. Faut qu'elle se retourne. Exactement. Et dans cette réflexion-là, j'ai appris avec le temps, grâce à mes études, que finalement chaque partie du corps sous-tend quelque chose. Tu vois, on peut même parler maintenant ensemble du rêve que je t'ai raconté tout à l'heure, parce que tu interprètes aussi les rêves. Ce qui moi m'a touché quand je me suis réveillé, la première chose qui m'a vraiment interloqué, c'est le fait que chaque dent est l'expression d'une émotion, d'un sentiment, quelque chose que lorsqu'on va la traiter, lui mettre du plomb, c'est très intéressant, mais le plomb, c'est aussi quelque chose qui étouffe les émotions. Donc, c'est pas définitif, hein, si tu t'en prends conscience et que tu sais exactement sur quelle émotion travailler parce que tu as identifié que telle dent, c'est le rapport avec ta mère, ou telle dent, c'est le rapport à la matérialité, ou à la peur du futur, etc., etc., tu peux guérir cela sans problème. Mais mon rêve, c'était d'avoir perdu mes couronnes. C'était pas mes dents, mais mes couronnes. Et finalement, ce qui étouffe la dent, ce qui va la couvrir, ce qui va empêcher de laisser l'émotion passer. Et c'est la première chose que je me suis dit quand je me suis réveillé. Je me suis dit, tiens, est-ce qu'on n'est pas sur quelque chose de similaire ? Ça mérite que je fouille davantage. Et pour ça, il faut accepter l'introspection, il faut accepter d'aller vers une vérité qui peut être parfois violente. Alors, dans ton rêve, il y a aussi un raz-de-marée. Et un raz-de-marée, c'est aussi l'émotion. Parce que l'eau, c'est l'émotion. Donc, c'est non seulement le rapport à la vie, le rapport à l'émotion. Et donc, ça veut dire qu'il y a une vague émotionnelle qui demande à émerger. Mais dans ton rêve, tu restais serein. Donc, voilà. Ça veut dire que du coup... Plus que serein, j'étais vraiment bien, hein, j'étais positif, j'allais super bien. Et du coup, il y a quelque chose qui... Et c'est ça qui, d'après moi, enclenche le fait que tu déplombes tes dents. Que du coup, tes couronnes tombent. Parce que c'est similaire, c'est l'un après l'autre. Il va y avoir d'abord le raz-de-marée, puis après, tu perds tes couronnes. Donc, ça veut dire qu'il y a une vraie libération profonde, qu'il y a une libération émotionnelle qui va retirer ce qui étouffait tes émotions, ou plutôt une protection que tu as mise. Parce que finalement, c'est aussi une forme de protection. Maintenant, on va essayer de rebondir sur la maladie et sur la guérison. Si lorsque tu me racontes ce rêve, moi, je ne suis pas dans une dynamique de réfléchir à ce que j'ai pu vivre dernièrement. Ce dernièrement, ça peut être 2 mois, ça peut être 3 jours, comme ça peut être la dernière année. Hein. Parfois, on garde un bagage émotionnel très longtemps sans réagir. Si je ne suis pas ouvert à cette remise en question, ben mon rêve, il tombe dans le vide. C'est pour ça, je pense qu'on revient à ta question fondamentale. Je pense que c'est un... Mais tu n'aurais pas rêvé. Tu n'aurais pas rêvé. Les rêves s'expriment chez les personnes qui souvent sont prêtes à les entendre, à les interpréter. La plupart des gens ne rêvent pas parce qu'ils sont pas dans le... Sans doute que tu n'aurais pas rêvé. Mais imaginons que tu t'en sois souvenu.
de toute façon, il n'aurait pas servi à Ah grand-chose. oui, ben c'est ça. Ah bah oui, c'est ça que je dis. C'est-à-dire que dans le meilleur des cas, on rêve pas, ou dans le pire des cas, de toute façon, on le retient pas. Mais tu On le vois, là, retient je pas. pense à quelque chose, je pense que ça arrange la société d'aujourd'hui et la société de manière générale. Oui, c'est ce C'est-à-dire que le je dis. rapport puissant et peuple, hein, peuple face aux puissants. C'est-à-dire que moins on nous donne l'opportunité de nous interroger et d'être nous-mêmes, donc un risque au pouvoir des autres. C'est ce que je te disais tout à l'heure quand je disais sur le matérialisme, on a rajouté des couches, on a rajouté des couches de peur et d'angoisse qui nous empêchent de nous poser des questions sur nous-mêmes ou des questions civilisationnelles. Mhm. Qui aujourd'hui a le temps de réfléchir ce que c'est que la liberté, ce que c'est que la démocratie. On arrive dans des phrases, les gens n'ont pas de réflexion sur ces sujets-là. Ils ont des phrases toutes faites et récitent des lieux communs parce qu'ils n'ont pas le temps vraiment de se renseigner, ils n'ont pas le temps d'y réfléchir. Donc oui, effectivement, peut-être qu'il y a une forme de contrôle des populations, mais ça, c'est un autre sujet. Oui, C'est un mais autre alors sujet. justement, j'allais te dire, on va plus loin. Par contre, on peut parler de sa propre liberté et de sa propre démocratie. Ma capacité à faire les choses que j'ai envie de faire quand je veux les faire. Tu prends un exemple très simple, euh, la culpabilité. Tu en as Okay, parlé tout à l'heure par rapport tu as dû dire qu'on était le 1er mai parce que du Oui, coup, aujourd'hui, tu te sentais moins productif. et oui, et non, c'est-à-dire, non, c'était pas que j'étais moins productif, c'est-à-dire que j'ai eu une hésitation à dire que j'étais au bord de la mer alors qu'on est un 1er mai, et que même si on n'est pas un 1er mai, je fais ce que je veux, tu vois ce que je veux Bah dire? ouais, exactement. Voilà, donc ce qui veut dire qu'il y a quand même ce bagage qui reste, tu vois, qui est très Sûr. très difficile à dégager. Alors que en réalité, si on va un petit peu plus loin, la culpabilité dans le modèle donc secret thoraïque, hein, Kabbale et compagnie, ça va être un appel à l'humilité. La peur, elle va se transformer, c'est-à-dire quoi elle va se transformer? C'est un travail de foi. S'il n'y a pas besoin d'avoir peur, tu vois? Mais sauf que c'est les choses qu'on nous enseigne depuis qu'on est tout petit. Depuis qu'on est tout petit, tout nous montre le contraire. Tout nous montre le fait qu'on doit faire comme tout le monde, enfin, Ah, oui. on nous montre pas l'expression de notre libre arbitre. Très D'accord, je vite, croyais que notre tu me disais curiosité va que être coupée. je croyais que tu Non, me disais non, que je la parle. culpabilité, c'était un appel à l'humilité, on t'a expliqué ça depuis que tu étais gamin. J'ai dit: Non, «Qu'est-ce non, qu'il me pas du raconte?» tout, pas du tout. On explique au contraire l'inverse, Au l'inverse contraire. depuis le petit. On nous coupe notre curiosité, on nous coupe tout ce qui va faire ce qui fera l'expression de notre liberté, de notre libre arbitre. On a fait un très beau podcast sur ce sujet. Et tout ça, c'est les trucs qui sont sabotés depuis qu'on est tout petit. Écoute, je vais te dire, quand on a des parents qui sont dans le système, c'est-à-dire accaparés par le besoin de gagner sa vie un maximum, de payer les factures. Euh, Cette jeune fille me disait ça aussi, elle me disait finalement, ça fait des années que je bosse dans l'espoir que dans 10 ou 20 ans, j'aille sur une très belle plage, alors que finalement, je me rends compte que voilà, je peux y être maintenant, sans attendre. Bon, tu vois, c'est l'exemple même. On a un modèle de se dire on va s'enrichir pour plus tard, pour la retraite, et quand tu pourras plus marcher, quand tu seras en chaise roulante, tu vas faire tout ça plus tard. Bon, je critique pas le fait de se construire un patrimoine, de mettre à l'abri ses enfants, je parle pas de ça. Hein. Je parle le fait de repousser en fait tout ce qu'on pourrait faire aujourd'hui sans savoir si on serait là demain. Il est évident que dans mon cheminement, moi, de mes amis de classe, j'en ai perdu 4. Et on est jeune, et c'était pas hier. Donc c'était déjà il y a plus de 4 ans maintenant. Ce qui veut dire qu'en réalité, ça a aussi participé à cette prise de conscience très violente de se dire, mec, t'es pas sûr d'être là demain. T'es pas sûr d'être là demain. Et tu vois, donc par conséquent, il y a effectivement, tu as des parents qui sont là, j'avais commencé comme ça, je m'étais un peu perdu, tu as des parents qui ont appris à vivre d'une certaine manière. L'enfant vient, lui pose des questions qui dérangent son quotidien, il faut une grande humilité aux parents pour s'asseoir, pour dire, attends, je vais chercher la réponse, si je ne l'ai pas, si je l'ai, je vais te la dire vraiment, c'est que papa, il ne fait pas forcément le top, il est dans un engrenage, toi, tu devrais vivre plus librement. Tu as déjà entendu un Personne fait parent ça. dire ça? Personne fait ça. Personne fait ça. Mon œil, Personne fait mon ça. œil. Et moi, encore, je vais te dire, je trouve qu'on a de la chance aujourd'hui. Pour toi, qui est encore une petite fille en bas âge, c'est que je trouve que l'IA nous ouvre une porte vers la fin des études. Donc déjà, Oui, c'est moi, vrai, bien sûr, c'est évident. voilà, ma fille de 15 ans qui me dit, papa, qu'est-ce que tu penses de l'université? Je dis, écoute, ma chérie, sincèrement, réfléchis bien au diplôme que tu veux aller chercher parce que je suis pas sûr qu'il soit valable demain. Tu vois. Et ça, c'est déjà une chance parce que les conditions nous aident à l'emmener vers une liberté plus importante. Alors du coup, est-ce qu'il y aura moins de maladies? Je suis pas sûr, hein. Ah, il y en aura plus. Parce que Il y en aura.
J'en suis absolument Donc sûr que non. il va y avoir une question. La question, c'est est-ce que tu crois qu'on Vas-y, excuse-moi, pose la question. Est-ce que tu crois qu'on peut tout guérir sans médicaments, je parle. Enfin, avec en complément les médicaments, parce que, enfin, est-ce que par le guérisseur peut tout guérir? Ah, elle est trop dure ta question. Allez, je vais essayer de répondre à froid ou à chaud, je ne sais plus comment on dit. J'ai envie de dire oui et non. C'est-à-dire, en fait, c'est pas, la maladie, elle est guérissable, quelle qu'elle soit, même un cancer en phase terminale. C'est ce que je pense aussi. Hein. Voilà. Par contre, pourquoi je dis non? Et je crois même qu'on en a déjà parlé, mais très légèrement. Ça va dépendre de l'être qui est derrière. Est-ce qu'il est capable d'aller jusqu'au bout? Est-ce qu'il est capable? Je vais te donner un exemple. J'en parle, on en a parlé déjà un petit peu. Le livre que j'ai lu, le premier livre qui a changé ma vie, parce que le titre, c'est transformer votre vie, mais c'est pas à cause du titre, c'est à cause de tout ce qu'il y avait derrière, de ma découverte sur différents autres sujets qu'elle traitait à peine. C'est rigolo parce que ce bouquin, les sujets qu'elle traitait à peine, c'est ceux que j'ai approfondis le plus et qui m'ont servi de changer ma vie. Mais par contre, ça ne change pas que ça a changé ma vie. Cette femme-là qui a écrit, cet auteur, Louise Hay, elle a eu en 1960 un cancer aux ovaires. Bizarrement, c'est une femme qui a été abusée par son oncle ou son beau-père, je ne sais plus, sexuellement très jeune, à l'âge de 6 ans. C'est une femme qui a été abusée par les hommes qu'elle a connus par la suite. Elle a choisi que des hommes violents, etc., etc. Et elle le dit elle-même. Cause-conséquence, je veux dire, c'était tellement évident, c'est un sourire de la vie presque, ce cancer des ovaires. À l'époque, ça ne se traite pas comme aujourd'hui, il n'y a pas les espoirs d'aujourd'hui. Les médecins lui disent, dans un an, vous n'existez plus, c'est fini. Quoi. Grosso modo, soit on enlève tout, soit c'est fini. Et elle refuse d'imaginer d'enlever tout. Elle prétexte, elle est aux États-Unis, elle prétexte qu'elle n'a pas d'assurance santé, donc tu imagines, il la met dehors. Et elle part pendant 3 mois, elle part pendant 3 ou 6 mois, je crois, 6 mois, je crois au Tibet ou je ne sais pas où. En tout cas, elle part à la découverte d'elle-même. Je te le fais très très court, quand les médecins décident de l'appeler en se disant elle est morte, c'est terminé, elle revient aux États-Unis, elle fait des tests et elle n'a plus rien du tout. Donc, c'est un cheminement énorme, elle a témoigné ça. Ceux qui sont intéressés par sa vie pourront lire en long, en large, en travers et voir même des interviews parce qu'elle est morte en 2018, je crois, ou 2019, donc récemment. Louise Hay, H-A-Y, c'est un cheminement qu'elle a été capable d'entendre. Donc, toutes les maladies sont potentiellement guérissables. Oui, totalement. Tout est là, parce que moi, je me rends compte qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas bouger les lignes de leur vie, ou qui ne sont pas capables de gérer l'urgence du changement. Ils ont leur rythme pour le changement et ils sont pris dans une forme de rapport au temps qui ne leur permet pas de bouger les lignes, même s'il y a une forme d'urgence. Et je pense que ça, ajouté à une certaine forme de déni, c'est ce qui peut bloquer la guérison. Mais d'après moi, si la personne comme elle est prête à envisager la transformation que la vie lui propose, je pense que la plupart des guérisons sont... pourquoi pas? Je me dis pourquoi pas. Même des phases terminales. Et tu vois, la vie est bien faite, puisque la portion de la Torah, la partie de la Torah qu'on lit cette semaine, chaque samedi, on lit une partie de la semaine, de la section de la Torah. Elle s'appelle, j'ai oublié, Tazria, pardon. Elle s'appelle Tazria. On lit deux parties cette semaine, c'est un peu particulier, Tazria Metzora. Et Tazria, c'est la seule section de la Torah qui parle d'une maladie, qui est la tsaraat, donc j'en ai parlé, cette mauvaise traduction qui était donc une tache blanche donnée sur l'être humain. C'est pas la lèpre, hein. Parce que tu as dit, c'est la mauvaise traduction. Et en fait, il y avait tout un cursus, regarde comme c'est intéressant. Quand une personne avait la tsaraat, donc cette tache blanche sur le corps, ou sur sa maison, ça pouvait être sur sa maison, on lui demandait de quitter la communauté et de se retrancher pendant un certain temps pour rentrer dans une introspection de lui-même jusqu'à ce que la tache disparaisse. C'est quand même incroyable. Et on disait que cette tache venait en punition d'une chose, principalement ce qu'on appelle le lachon hara, la médisance, et qui symbolisait qu'une âme avait été déconnectée de son rôle d'unificateur. Donc, ce qui veut dire réellement que en fait, la Torah à ce moment-là, alors, tu vois, aujourd'hui, en 2025, et même à mon époque, quand j'étais plus jeune, voilà, on racontait ça, oui, c'est une tâche, machin, on faisait dessiner les gamins des maisons avec une tâche, ou une personne avec un bras avec une tâche, super, on le mettait dans un camp de retranchement.
Personne ne rentrait dans la symbolique des choses. Et c'est énorme parce qu'en fait, ça te donne quoi? Ça met le doigt sur la puissance de ta parole. La parole, c'est la résultante de ta pensée. On peut donner ce petit exemple que je t'ai raconté. Puisque finalement, on oublie souvent, mais le thérapeute, il est aussi concerné par tout ça. Hein. Il n'est pas... Bien sûr, il n'est pas à l'abri des malades. Il n'est pas du tout à l'abri des maladies. Ni à l'abri des maladies. Plus dur pour eux. Les cordonniers sont les plus mal chaussés. Tu vois, pour le coup, j'aurais pas dit les plus mal chaussés, j'aurais dit les mieux chaussés parce qu'au moins ils ont les armes. Après, je dis pas que c'est pas le parcours du combattant. C'est toujours plus dur pour toi-même. C'est toujours plus dur pour toi-même. Terrible. Donc, juste pour montrer la puissance de la pensée, je devais changer d'Airbnb. Là, j'ai pris un Airbnb, là où je suis. Je t'ai raconté l'histoire, mais je trouve que c'est intéressant de le souligner. Et finalement, le matin où je devais changer, je ne sais pas pourquoi, je suis dans un rêve conscient, donc c'est la journée, hein, et je rêve pleinement, je me pars dans mes trucs, je dois être à la cuisine, je ne sais même pas où je suis, le temps s'arrête, et je me vois en train de galérer. Je me vois me retrouver à dormir dans ma bagnole, à galérer comme c'est pas possible. Ça dure un certain temps, parce que j'ai beaucoup de détails, et là j'arrête tout, je dis stop, c'est n'importe quoi, je rentre en pleine conscience, et je décide de réécrire le schéma. De réécrire véritablement l'affaire, c'est-à-dire de me voir top ici, dans une super situation, etc. Et je m'auto-punis, hein, c'est-à-dire je me frappe en me disant mais c'est pas possible d'avoir eu cette pensée, d'où elle vient, j'essaye de remonter le fil, pourquoi il y a cette pensée-là, et tu veux le croire ou pas, mais je change d'Airbnb, l'Airbnb où j'arrive, c'est une catastrophe, il y a un vrai problème, je décide d'annuler, et à 20h, je sais pas où aller. Alors évidemment, j'ai un minimum de moyens, je serais rentré dans n'importe quel hôtel et j'aurais pris une chambre pour la nuit, mais je galère avec Airbnb qui ont été géniaux, je ne veux pas leur faire leur pub, mais pour le coup, il a été génial le garçon qui m'a accompagné. Première annulation, deuxième annulation, parce que les gars, ils ne sont pas dispo, même si c'est marqué disponible, ils n'ont pas le temps d'arriver, de t'ouvrir la clé, etc. Finalement, j'en trouve un qui est au top du top, mais je rentre, il est 21h, 21h30, ce qui montre à quel point quand même le hasard fait bien les choses. Moi, je ne crois pas au hasard. On se retrouve dans cette situation qui fait que la pensée est productive. Donc, quand tu as la pensée, tu as fait la moitié du travail. Quand tu as formulé, tu t'énerves, tu parles mal sur les autres, etc., tu crées une réalité. Une réalité, dans la Kabbale, on l'exprime clairement. La puissance de l'homme, c'est sa parole. Et sa parole, elle est créatrice. Et quand tu dis une expression très connue, ça me casse les... Tu es en train de formuler quelque chose de clair. Pas s'étonner si demain, à force de l'avoir répété, tu as un problème. Ou bien j'en ai plein le dos. Ou j'en ai marre. Enfin, j'en ai marre, c'est pareil. Ouais, j'en ai marre. Exactement. J'en ai marre, c'est hyper créateur. Et j'en ai marre, c'est ultra créateur. Et là, c'est pas positivement. Tu me l'apprends, celui-là. Celui-là, tu me l'apprends. J'en ai marre. Et c'est le plus commun. C'est le plus commun. Les gens qui disent j'en ai marre. Et en fait, tu sais que du coup, j'en ai marre, c'est un signe à l'univers de recopier le schéma pour pouvoir te le représenter, tu redoubles. Eh ouais. J'en ai marre égale redoublement. Ouais. Le problème, c'est qu'on a beaucoup de pensées dont on n'est pas maître et qu'il faut essayer d'arriver à maîtriser. Mais toutes les pensées qui vont être liées à des angoisses, tous les trucs qui nous trottent dans la tête, souvent, c'est très négatif. En fait, dans le mental, la plupart de nos pensées sont négatives et destructrices de notre propre vie. Et donc, c'est difficile d'arriver à ce contrôle, à se dire je remplace ces pensées par un sourire, ou je remplace par le vide, ou je remplace par la connexion au divin. Et là, du coup, on sent que des portes s'ouvrent. Et du coup, c'est créateur d'autre chose. Mais ça demande d'arriver dans une forme de maîtrise de soi où il faut se le rappeler à chaque instant. En fait, c'est dans le moment présent qu'il faut se rappeler que là, notre pensée est en train de dériver vers quelque chose de négatif. Mais c'est aussi avec la conscience c'est avec la conscience de la responsabilité qui va avec vis-à-vis de nous-mêmes. Exact. Mais décoder le message, c'est les travaux que je fais en atelier. C'est décoder le message, évidemment. C'est identifier la voix intérieure, mais c'est aussi identifier et détruire les croyances bloquantes. Et ensuite, c'est transformer la pensée et les émotions. Et quand tu as transformé, que tu as conscience de ce que tu penses, de ce que tu dis, que tu transformes cela, et que tu transformes par conséquent l'émotion que tu ressens, tu parlais du Baal Shem Tov, mais cet homme a dit un jour, pense bien et tout ira bien. Alors ça paraît rien, mais c'est quoi penser bien? Ça veut dire avoir une conviction profonde que tu es au top. Et je te racontais cette histoire du Airbnb, il m'est arrivé le lendemain la même chose avec la voiture. Je devais
rendre ma bagnole pour en avoir une autre, mes pensées sont entrées, et ben, tu le crois ou pas, j'ai fait 2 heures de méditation et tout d'un coup, j'ai compris un truc délirant, j'aurais jamais cru. Tu vois, je me livre un petit peu là pour le coup. C'est que j'étais autodestructeur sur ma propre réussite, sur mon propre succès. C'est-à-dire que depuis que je suis là, tout est nickel. C'est pas la première fois, je suis un garçon assez chanceux, mais que finalement, il y a une forme d'autodestruction du succès qui se présente. Ça se présente bien, tu es content, ça se passe bien, et tu veux que ça se passe mal. Et j'ai trouvé la source de cela, mais ça a été 2 heures j'ai tout arrêté, j'ai tout coupé, téléphone, ordinateur, tout. Et il fallait que je remonte le fil. Mais ça, hélas, on est tous victimes. Hein. On est tous victimes de cet auto-sabotage. Hein. On s'en rend même pas compte, en fait. On s'en rend même pas compte. Et du coup, ensuite, il faut développer une vraie vigilance par rapport à ça. Moi, je me rends compte à titre personnel. Hein. À titre personnel, je peux te dire que je me rends compte que mes pensées m'auto-sabotent. Hein. Donc, et j'essaie de développer une vigilance et j'essaie de penser, d'avoir des relais de pensée positive ou de vide de pensée ou de connexion. C'est mes outils. Sourire par la pensée, connexion à plus haut. Et vigilance. Mais est-ce qu'on peut s'en vouloir véritablement? Je crois pas. Je pense que juste qu'on a mal été éduqué dès le début. C'est quoi Oui, mais mal éduqué? maintenant que tu le sais, ça veut dire que tu as une forme de responsabilité. Mais il y a À partir 30, du moment où tu 40, le sais, tu es responsable. il y a 30, 40, 50 ans où tu as reçu cette information. Je veux juste finir ce que je veux dire là, c'est quand même important. C'est que on arrive, notre plus grande force et notre plus grande faiblesse finalement. Parce qu'on est un enfant, on est dans ce monde comme une feuille blanche. Moi, je donne jamais l'exemple de la feuille blanche en général, mais c'est pas grave, j'aime bien dire une éponge. Parce que contrairement à la feuille blanche, je sais pas si tu as connu ces éponges sur le tableau noir, quand elles arrivaient neuves sous plastique jaune. À peine tu mettais un peu de craie, tu effaçais une première fois, elle redevenait plus jamais jaune comme avant. T'es verte, rose. Et moi, j'adorais quand le maître nous envoyait la laver au lavabo, je la frottais, j'essayais de la rendre comme elle était avant. Ça n'arrivera jamais. Cet enfant, il arrive dans ce monde totalement vierge de toute information, et la merde, c'est que le parent qu'il a en face de lui, il idolâtre, et il prend tout ce qu'il dit comme positif, et pire, pour avoir eu un père et une mère comme ça, c'est moi qui ai raison. C'est moi qui ai la parole divine. Tu dois m'écouter. Tout ce que je dis, c'est vrai. Bah, tu veux le croire ou pas, mais mes gamins, je les ai éduqués en leur disant, je vous dis quoi faire, mais il est très possible que j'ai tort. Ouais, mais maintenant que tu as cheminé et que tu as eu cette méditation, et que tu as fait cette méditation et cette conscience de l'auto-sabotage dont tu as hérité, on est d'accord, dont on a tous hérité, Ouais. est-ce que maintenant, il n'y a pas une responsabilité, du coup, hyper importante de ne plus rentrer dans cet auto-sabotage par une maîtrise de tes pensées? Alors, il faut accepter d'être dans une rigueur absolue où tous les jours, tu vas prendre des Chaque instant. exercices. C'est pas tous les jours, c'est chaque instant. Mais tu sais, alors, je vais te dire, moi, quand j'étais gamin, c'était la prière. Les phylactères, tous les jours, obligatoires. Bon, c'est magnifique, mais tu le fais de manière machinale. C'est en découvrant en profondeur le chassidisme, donc le courant qui existait déjà avant le Baal Shem Tov, mais qu'il a développé, on va dire, qui m'a montré que dedans, il y avait la méditation. Et la méditation est importante avant la prière, parce que la prière, c'est la formulation de choses positives et de manières de construire les pensées, alors que la méditation, c'est l'encadrement de tes pensées. Ça, tu effaces, ça, tu détruis, ça, tu reviens, tu remets en ordre, et tu vas construire surtout les bonnes qui font que tu peux aller ressentir. La plus forte méditation, à mon sens, ça n'engage que moi, c'est celle où tu as une pensée positive et que tu arrives à la ressentir, à la sentir extrêmement forte, jusqu'à voir les poils qui se dressent. Et si tu es capable d'être en méditation, d'ouvrir les yeux, donc en visuel, d'être toujours dans cette méditation et de ressentir les vibrations de la vie positive, en général, tu passes une journée incroyable. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une méditation où tu trouves l'espace entre les mots, tu réussis à t'en séparer, et du coup, dans l'espace entre les mots, il y a des couches plus hautes? Dans l'espace entre les mots, il y a divin. Bah, il y a divin. Dans l'espace entre les mots, quand tu aurais... Oui, c'est là que tu trouves la transcendance. C'est quand tu réussis à ne plus avoir de pensée, pendant un temps plus ou moins long que tu réussis à agrandir, et ben c'est là qu'une connexion à des étages au-dessus peuvent t'ouvrir un certain palais, peut te montrer le palais. Tout à fait, palais. Tu as dit le bon terme. Ouais, et d'ailleurs, le Baal Shem Tov en parle. Le Baal Shem Tov parle de cette connexion au palais. Il en parle par la prière.
Oui, Lui, c'est par mais la parce prière qu'il réussit à trouver le palais. Il en parle comme ça. Et il rentre dans une forme de transe où il a des mouvements assez bizarres. Tout le monde décrit qu'il fait des mouvements très, très étranges. Mais lui, il dit que par la prière, c'est sa méditation, hein, finalement. Et parce qu'on parle d'une prière extrêmement rapide, qui dit de manière machinale, qui finalement permet de libérer son esprit. Et dans cette libération de son esprit, il rentre dans une forme de transe et il dit plusieurs fois qu'il a atteint le palais, qu'il s'est retrouvé en face je vais dire en français, du Messie, du Mashiach, et qu'il s'est retrouvé en face et Abraham, les patriarches, Isaac, Jacob et Joseph, puis Moïse et David. Et il a dit que il a dit que, enfin, c'est pas lui qui disait parce que c'est ses élèves, que ça arrivait à des moments bien particuliers dans l'année, notamment le Nouvel An juif, Rosh Hashanah ou Kippour, le Grand Pardon. oui, quand tu Et regardes bah, ces lui, moments-là, sont des moments qui, au niveau du calendrier lunaire, mmh, sont idéales pour pouvoir révéler certaines choses. Et tu comprends mieux pourquoi je disais tout à l'heure que ma mission est de libérer complètement ces connaissances qui sont restées cachées pendant bien trop longtemps, que nous avions tous avant, juifs et non juifs, lecteurs de Torah ou pas lecteurs de Torah, on les avait tous disponibles, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a un seul homme à la naissance de l'humanité, et il y a un moment donné où ça fait du bien à tout le monde de comprendre comment ça fonctionne, en sachant pertinemment que le Baal Shem Tov est gardien de l'équilibre des forces du mal dans ce monde, parce qu'il y en a. Alors on parlait des croyances qu'il faut détruire parce que voilà, on les a eues, mais il y a aussi mmh, des croyances qui sont là pour t'empêcher d'être celui que tu dois être. Et ça, j'y bien crois, moi, sûr. dur comme fer. On peut parler, je sais pas si on va choquer, mais on peut parler de démons, ouais. La dernière fois, tu m'as parlé de démons. Bon, tu sais pas si tu testais de savoir si c'était un sujet pour moi, alors que oui, non, moi, j'y crois tout à fait, hein. Je suis persuadé, c'est même pas que j'y crois, donc oui, il y a ces notions-là, oui, il y a les notions d'anges maléfiques. Alors, là, tu rentres sur un sujet, je vois 59 minutes, là, ça y est, 1 heure qu'on est en ligne, je me dis, là, on Ouais, est ouais, parti. on va pas ouvrir trop fort. On va pas ouvrir trop fort, c'est bon, on fera Mais un par autre live. contre, il y a une chose juste intéressante, juste une parenthèse sur la notion d'ange, parce que j'aime bien quand on définit les choses comme il faut. J'ai découvert un élément très intéressant, c'est sur une des sections de la Torah, où il y a Abraham qui reçoit 3 individus qui vont lui dire à 100 ans qu'il va avoir un enfant, etc., Mmh. etc. Le texte parle de 3 hommes, mais tout de suite, quand on lit entre les lignes, là où il y a entre les mots, là où il y a le divin, ben, on comprend Mmh. que ce sont des anges. Et en réalité, la question qui est posée, c'est est-ce que Abraham est capable de voir que ce sont des anges ou pas? Et soit ils ont la couronne, là, ou les ailes, j'en sais rien, tu Mmh. vois, soit. Ben, en fait, il faut comprendre que dans ce monde, l'ange a la capacité, donc qu'il soit un ange positif ou négatif, de rentrer dans le corps d'un individu, Mmh. d'accord? D'exprimer la parole destructrice qu'il veut te donner, ou l'action destructrice qu'il veut te donner, ou alors qui soit une bénédiction, et repartir ensuite. C'est pas forcément un être à la Lucifer dans les séries télé, tu vois. J'ai bien dit, c'est pas nécessaire. Ça peut l'être aussi, en fait. Mmh. Mais bon, ça, c'est un autre chemin. Mmh. Quoi qu'il en soit, ce que je veux dire par là, c'est que en sachant qu'il y a des ondes, toi qui est énergétique, comment tu dis ça? Je sais jamais comment on dit. Énergéticien. Énergéticien. Toi Mmh. qui es énergéticien, eh ben, on peut accepter de se dire que oui, il y a des moments où on va rentrer dans un chemin libérateur d'un flux qui est en nous, un flux quasi illimité de puissance et de pouvoir, mais pas pouvoir faire de l'argent ou pouvoir diriger les gens, hein, on s'en fout de ça, hein. Mmh. Pouvoir de notre vie, et ça dérange certaines énergies extérieures qui vont être capables de venir te mettre des bâtons dans les roues. Tout à Et fait. il ne faut pas lâcher. Et Donc je vais pas oui, mieux. Ouais. donc C'est oui, bien donc dit. pour conclure, si tu veux, on peut conclure, ça fait une belle heure. Mmh. La maladie, moi, je la prends comme mon meilleur ami. C'est-à-dire, alors évidemment, il ne faut pas attendre que ça soit la catastrophe. Sinon, c'est une catastrophe. C'est réussir à harmoniser pardon, le corps et l'esprit, libérer le potentiel de la matière qui est autour de nous, c'est-à-dire en fait offrir à la matière ce qu'elle est capable de faire avec toi. Et la matière, la première matière, c'est ta peau, c'est ton corps, c'est de rapprocher, unifier, grandir. Donc écouter sa petite voix intérieure, transformer ses émotions en levier spirituel, c'est quoi? C'est, pour conclure, un pont vers le divin. Et je suis absolument convaincu que si tu es à l'écoute de tout ça, tu règles les problèmes de maladie. Moi, je pense que le thérapeute, son rôle, c'est justement de remarquer ces désynchronisations entre
le plan de l'âme et le plan du corps et l'expérience matérielle. Et lui, il est capable de dire, mais voilà, là, il y a une forme de grand écart qui se fait. Plus ce grand écart s'agrandit, et plus à un moment ça risque de toucher le corps, et plus il va y avoir de la souffrance, et plus ça va devenir compliqué. Donc c'est de montrer en fait ces deux parties, de dire voilà, en gros, tu as ton âme qui te dit peut-être regarde par là, tu as ton corps et ta position matérielle qui, elle, prend une autre direction, et du coup il y a un cri, et en écoutant on peut reconnecter les deux, resynchroniser les deux. Ouais. Le chemin Moi, je matériel et dis, le chemin métaphysique. ouais, je dis quand tu te cognes le pied ou tu te blesses le doigt ou C'est par l'œil, hasard. n'importe, Par hasard. surtout remercie le ciel et prête-y attention. Parce que Exactement. ma conclusion, en fait, après plusieurs années d'études et d'analyse, C'est la même c'est chose de en me fait. dire que c'est pire que ça. C'est que lorsqu'on n'écoute pas le petit signal, on arrive sur un plus gros signal. Exactement. C'est-à-dire que le corps, il a quoi? Tu vois, quand je dors la nuit et que je parle, ma chérie à côté, elle me dit qu'est-ce que tu as parlé cette nuit? Elle me dit pas j'ai pris des notes et je vais t'expliquer, machin. Le corps, il n'a pas moyen de s'exprimer autrement que comme ça. Il peut travailler sur tes pensées, mais là, il faut que tu sois capable de les prendre, de les analyser. Il peut travailler sur les rêves, c'est aussi une manière de communiquer. Et il va travailler sur les moyens de faire appel à toi. Donc ça peut être une réaction allergique. Une réaction allergique à quoi? Il faut voir, et on peut se faire une séance où je t'expliquerai en détail enfin, tout le résultat de mon apprentissage. Allergique au chat, allergique aux piqûres de moustiques, allergique à la poussière, tout ce que ça représente dans sa vie. Et à partir de ce moment-là, on est bon. Mais si on ne réagit pas comme il faut à ce moment-là, de cette petite chose, bah, le corps il va dire bah, tiens, il n'a pas compris le message, il va falloir que j'aille plus loin, je vais lui mettre un sacré mal de tête. Bah, le mal de tête, ça ne suffit pas, bah, au bout d'un moment, ça sera une tumeur au cerveau. Tous les décalages dans notre vie vont avoir des conséquences, et plus on les règle, si on ne les règle pas assez rapidement, ça va toucher le corps. Voilà. Et ben, merci beaucoup. C'était pas mal. Bah ouais, merci pour cette invitation sur ta chaîne. On a un peu galéré pour les outils, pour faire un streaming en live, etc. Ouais, maintenant, c'est bon, on sait que ça marche. Pour un premier, c'est pas mal. Voilà, on sait que ça marche maintenant. Il faut juste couper les 5 premières minutes. Exactement. Allez, je m'en occupe. Eh ben, écoute, profite bien à Chypre. Merci, toi aussi. Profite bien. Et puis, je te dis à très bientôt. De même. Bonne soirée. À bientôt. Et à tous ceux qui ont été là et abonnez-vous. Et merci à tous de nous avoir suivis. À bientôt. Voilà. À bientôt.